Salut, bienvenue donc sur l'entrepreneur à la style, Thierry #Henry, épisode 86. Donc aujourd'hui on va parler de financement participatif, de crowdfunding, pour bien parler en anglais. Je pense que tu connais le métier. Si tu connais pas, c'est parfait, tu vas pouvoir avoir plein d'informations. J'ai invité donc un expert donc, du domaine qui a créé donc deux sociétés, dont une qu'il gère actuellement. Il va donc nous présenter tout ça, mais je te dis tout après avoir remercié le sponsor. Dropeasy, c'est l'e-commerce pour tous sans les soucis de l'e-commerce classique. Plus besoin d'avoir du stock ou de faire des colis. Tu n'as qu'à choisir les produits, les mettre en valeur sur ta boutique Dropeasy et encaisser l'argent. Même si tu n'y connais rien en e-commerce ou en marketing, pas de souci, Dropeasy a été créé pour que tu puisses te lancer rapidement et facilement. Lance-toi dans le dropshipping de qualité avec Dropeasy. Ils ont des partenariats avec des fournisseurs européens et des produits de grande qualité. C'est pour cela qu'ils t'offrent une formation complète. Il te suffit de tester gratuitement pendant 14 jours aujourd'hui avec le lien suivant. Thierry-du6henry.fr/Dropeasy. Thierry-du6henry.fr/Dropeasy. Donc de retour donc pour parler avec Adrien Dely, qui est donc dirigeant de la société royalty.fr, donc royalty avec un i à la fin.fr, où il a créé aussi donc il y a quelques années wedogood.co, qui est pareil dans le métier donc du financement participatif. Donc il connaît bien le domaine. Il a eu d'autres activités dans vraiment le domaine du financement, donc il va tout nous dire. Je vais laisser se présenter, ça va être plus simple. Donc pour toi, donc n'hésite pas à mettre un pouce, à commenter, à partager, à parler à tes amis. Donc on est de plus en plus dans la communauté des entrepreneurs lifestyle, donc merci à toi. Donc continue à nous aider, à m'aider, et puis donc moi je me ferai tout pour t'emmener les sujets les plus intéressants pour te former. Prends le podcast comme un système de formation. N'hésite pas à écouter plusieurs épisodes, à le partager, à me poser des questions, à m'envoyer des mails pour qu'on puisse avoir d'autres invités selon donc, les sujets qui t'intéressent, pour qu'on puisse donc développer le podcast. Donc on revient au financement participatif, et l'argent. Donc je te dis tout avec Adrien Dely. À tout de suite. Salut Adrien, comment tu vas? Salut Thierry, ça va bien toi? Très bien, merci. Aussi chaud que la semaine dernière. Ouais. Donc on va parler de financement participatif, émission qu'on a faite la semaine dernière, mais bon, il y a eu un petit bug, donc on recommence. On est toujours malheureusement dans le confinement, on n'a pas pu se voir. Donc voilà. Exactement. Donc je vais te laisser donc te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Et ensuite, on va donc parler donc, de financement participatif, de royalties, de crowdfunding, comme on dit aussi. Donc, voilà. Ouais, voilà, bah écoute, me présenter, bah, je m'appelle Adrien Dely, j'ai 35 ans, je suis entrepreneur. J'ai pas mal de cordes à On va mon arc stopper, en ce. attends 30 secondes, parce qu'il y a un son qui se répète derrière toi. Je sais pas Ah si... oui, oui, attends, j'ai ma machine qui vient de se terminer. Je vais l'éteindre. Salut Adrien, comment tu vas? Écoute, ça va bien Thierry, et toi? Oui, très bien, merci. Donc, on va parler donc de financement participatif. Tu es l'expert français, donc de royalties, de crowdfunding, enfin tout ce qui est donc pour aider les entreprises à financer et donc pour la trésorerie. C'est une période actuellement qui est un peu difficile, donc ça peut aider certains ou penser à la reprise, hein, Mhm. voilà, en plus des aides qu'il y a actuellement. Donc, je vais te laisser te présenter, puis ensuite, je vais te poser plein de questions, parce qu'aussi, je rappelle, même si tu n'as peut-être pas oublié, j'ai voulu faire 2 financements l'année dernière et je me suis rétamé, donc tu vas bien m'expliquer les grosses bêtises que j'ai faites. Bah, je sais pas être trop désagréable. Bah, je m'appelle Adrien Dely, j'ai 35 ans. Bah, si je devais mettre un mot pour me définir professionnellement, ce serait entrepreneur. J'ai travaillé surtout dans la finance et le financement au sens large, dans la banque, fusion-acquisition. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai été consultant en financement public de l'innovation. Donc, je rédigeais des dossiers BPI et puis surtout mes deux principales expériences. Donc, oui, j'ai un peu bossé dans un family office aussi. Et mes deux principales expériences, c'était la création d'une plateforme de crowdfunding qui s'appelle We Do Good. On va en parler plus en détail après. Et d'une autre boîte qui s'appelle Royalty, qui est un système de paiement entre fournisseurs et clients B2B, où les fournisseurs sont rémunérés en royalties, donc en pourcentage du chiffre d'affaires du client. D'accord. Voilà. Et toi aussi, parce que bon, on a refait l'émission parce qu'il y a eu un petit problème, tu es aussi coach entrepreneur. Oui, je suis aussi coach d'entrepreneur, professeur d'entrepreneuriat, et puis je suis juriste de formation aussi, donc je fais pas mal de droit aussi. En tout Parce cas, que, enfin, ça éclaire pas parce que, mal mon pa- parcours parce que tu entrepreneurial. as une grosse formation de juriste. Hmm.
Voilà. Donc, soyez pas étonnés si je connais toutes les réponses parce qu'on a déjà fait l'interview. On l'a refait. Donc, Exactement. j'ai fait une petite bêtise. Donc, voilà. Mais ce qui m'est déjà arrivé. Bon, c'est ce qui arrive. Donc, voilà. Donc toi, donc, l'expert avec la dernière boîte, en fin de compte, qui est la suite de la première. Donc, la première, c'était Woodwood, comme tu l'as dit, Ouais, qui est toujours en activité. Donc, tu vas me dire bien un peu sûr. ce que ça fait. Tu es toujours actionnaire, si j'ai bien compris? Ouais, ouais, je suis actionnaire de Widowwood et de Royalty. Tu veux que je te parle d'abord de Royalty peut-être, et ensuite on ira sur le cœur du sujet? Ouais, tout à fait, ouais. Ok. Donc Royalty, c'est un moyen d'optimiser sa trésorerie pour une entreprise. La trésorerie, elle sert principalement à payer deux choses. Elle sert à payer les fournisseurs et les employés. Un petit peu les taxes, etc. Mais enfin, pour l'essentiel, ça part beaucoup là-dedans. Moi, j'ai pensé à un système, il y a de plus en plus de fournisseurs et de moins en moins d'employés, hein, structurellement dans les entreprises en plus, parce qu'on externalise beaucoup de choses. Et donc moi, j'ai conçu un système en m'inspirant de ma première boîte sur laquelle on va revenir dans un instant, qui permet d'optimiser sa trésorerie en payant ses fournisseurs au fur et à mesure de ses rentrées d'argent. D'accord. Voilà, au fur et à mesure du chiffre d'affaires qui rentre, on paye ses fournisseurs. Donc je dois payer une prestation à un fournisseur qui est de 5 000 euros par exemple, et je vais lui donner 3% de mon chiffre d'affaires jusqu'à ce que j'ai payé 5 000 euros. Donc, c'est plutôt donc, quelque chose qui fait avec des fournisseurs français ou étrangers, c'est bon aussi. Non, ça peut être étranger, c'est pas un problème Ouais, parce que ça. j'ai plus d'entrepreneurs qui sont des e-commerçants sur mon podcast. Et donc, c'est vrai que ça peut être intéressant pour financer sa trésorerie, pour surtout ceux qui sont comme moi, parce que moi, je me lance sur Amazon aussi, sur une troisième activité. Et c'est vrai que bah, financer la croissance en e-commerce, ça peut être pas mal. Ouais, pour les stocks, ouais. Mm. C'est pas, alors le problème, c'est pas les fournisseurs, est-ce qu'ils sont français ou étrangers, parce que en soi, moi, donc je travaille avec des entreprises françaises côté client, côté de Oui. celui qui paye des royalties. Côté fournisseur, ça peut être n'importe quelle nationalité, ça peut être des personnes physiques aussi, c'est pas forcément des entreprises. En revanche, en général, ce système-là est moins adapté pour du hardware, quoi, pour des produits, pour des vrais produits physiques. C'est plutôt pour des services. Ouais, donc, c'est pour ça que moi, quand je t'ai connu, c'était un reportage sur BFM, je crois. Enfin, j'ai été regardé plutôt entre-temps. Et Hmm. donc, tu parlais qu'actuellement, techniquement, ça marche plutôt bien pour la restauration. Ouais, alors c'était BFM, c'était en décembre. Mm. Donc, Ça a en ce moment, changé la entre. restauration, ça marche un peu moins bien. Ah, Euh, ils vont bien avoir besoin de se refinancer, c'est certain. Bien sûr, non, non, mais ils auront besoin de moi, enfin de royalty, très prochainement. Quand le Là, en ce moment, pas président trop. leur permettra d'ouvrir. Voilà. Exactement. Quand ils auront le droit d'exister et d'avoir une activité. Ouais. Mais oui, je suis en contact avec eux et donc c'était assez terrible parce que je faisais beaucoup de deals avec des startups et les startups, beaucoup d'entrepreneurs, d'entreprises visent les startups et se disent ah c'est vachement bien, c'est innovant. Et puis ensuite quelques mois plus tard ils se disent ah mais c'est nul, les startups elles ont pas d'argent, en fait c'est des très mauvais clients. Et puis du coup tout le monde se tourne vers des choses beaucoup plus classiques, des PME, du retail, des restaurants. Donc moi j'ai fait ça, j'ai eu ce parcours-là. J'ai fait startup puis restaurant. Et à peu près au moment où j'ai fait restaurant, il y a eu le coronavirus. Donc, Bah, startup, vraiment, c'est bien quand elles font des grosses levées. Quand elles ont levé 1 ou 2 millions, bon, tu peux dire qu'il y a un peu de cash, mais avant ça, en c'est général, ça. Ouais. voilà, c'est un peu compliqué. Donc toi, ça tombe bien, on va parler de ça. Tu interviens techniquement à quel moment? Donc le financement participatif, Ouais, pour mon autre il activité, oui, intervient oui, ouais. à quel moment, en fin de compte, précisément? Il est Alors, plutôt en love money, avant, après, en seed 1, seed 2. Alors, le financement participatif dans sa globalité, il peut intervenir à beaucoup d'étapes différentes, que ce soit le tout premier financement jusqu'à l'équivalent du CID 1, on va dire, euh, puisque ça va jusqu'à, alors je ne sais plus que la dernière loi, je crois que c'est 2,5 millions maximum en crowdfunding. Et pour We Do Good spécifiquement, on intervient vraiment plutôt early stage, plutôt le premier financement ou la première année, ou à la limite ce qu'on appelle un bridge, c'est-à-dire un financement entre deux financements. D'accord. Entre deux grosses levées de fonds, vous sentez que vous allez avoir du mal à tenir enfin, votre entreprise ne va pas avoir assez de trésorerie pour aller jusqu'à la deuxième levée de fonds. Donc, il faut qu'on fasse un bridge, donc un pont en anglais, entre les deux levées de fonds. Et donc, on fait une mini levée de fonds très rapide. Donc, ça, c'est aussi un truc qu'on fait beaucoup chez Udemy. Donc, plutôt early stage, ouais. Donc là, on va Début parler aussi, d'activité. ce que j'ai pas précisé, on va parler donc de la partie entrepreneur, entreprise, c'est ce qu'on vient de dire là, et aussi après, on parlera plus tard du particulier, ceux qui veulent investir et mettre des fonds. Donc voilà. Donc toi, est-ce que donc c'est automatiquement pour des financements, des projets innovants, pour le financement participatif, ou ça peut être des projets classiques? Non, non, c'est pour toutes sortes de projets. Ouais, Je vais peut-être te faire un petit résumé de ce qu'on entend par financement participatif. avec grand plaisir. Euh,
Donc, financement participatif, je préfère le terme anglais, pas parce que je préfère l'anglais, j'aime bien parler français, mais je trouve qu'il est plus pertinent. Crowdfunding, crowd, la foule, funding, le financement, financement par la foule. Donc, en français, ça ne donne pas très bien, mais en fait, c'est beaucoup plus représentatif de ce que c'est. Donc, ce qu'on appelle le financement par la foule, c'est simplement quand au lieu de demander un gros chèque à une personne, on demande plein de petits chèques à plein de personnes, ce qui fait qu'en tout, ça fait l'équivalent du même gros chèque. La différence, c'est que la manière de récolter les fonds n'est pas la même. La méthodologie pour que l'argent arrive jusqu'à l'entrepreneur n'est pas la même. Donc, ce qui rentre dans le crowdfunding, c'est toute souscription publique. Donc, du coup, c'est très ancien. Beaucoup de très vieux monuments ont été construits par ce biais. La Statue de la Liberté, c'est comme ça. Les cathédrales avec les évêques, c'était ça. La plupart des statues qu'on a dans nos rues, sur les places des villes, ont été payées par des souscriptions publiques. Donc, c'est du crowdfunding. Donc, ça, c'est le crowdfunding au sens large. Ce qu'on entend par crowdfunding au sens un peu restreint, c'est le crowdfunding par Internet, donc les souscriptions par Internet, avec La plateforme, ouais. ouais, avec les plateformes, ou hors plateforme d'ailleurs, c'est pas toujours avec des plateformes, mais avec le web 2.0, donc les réseaux sociaux. Donc, ça c'est apparu vers 2008 par là. Donc, c'est la deuxième partie des années 2010 surtout. Ce qui veut dire pendant ou après la crise, on va dire, enfin plutôt pendant la crise, donc comme quoi il peut y avoir des belles choses qui se créent pendant les périodes de crise, pour Ouais, petite parenthèse. c'est vrai que j'avais plus fait le lien, mais c'est vrai qu'à l'époque, je m'en souviens, quand on avait lancé, on pensait à la crise. Effectivement, la crise a dû favoriser le développement du financement participatif, alors que technologiquement, c'était une chose qui aurait pu exister quelques années plus tôt. Après, c'est beaucoup une innovation d'usage finalement, et donc elle s'est développée à la faveur des changements de mentalité de ceux qui levaient des fonds et de ceux qui les finançaient. Donc après, dans le crowdfunding, on a tout un tas de catégories, par type de plateforme, par pays, par type de projet financé, etc. Donc les plateformes sont en général spécialisées, soit par région, soit par secteur économique, soit par contrepartie. Donc contrepartie, c'est ce qu'on a en échange de l'argent qu'on donne, enfin, qu'on verse à l'entrepreneur, pour prendre un terme plus neutre. Ce que moi, parenthèse, ce que moi j'ai voulu faire, et c'est vrai que je lui donnais soit, parce que j'avais fait un pour, c'était pour l'écriture d'un livre. Donc c'était un petit montant, 3 000 euros, je crois, c'est pas grand-chose, ou 6 000 euros, je crois. Et donc je donnais donc aux 25 premiers participants qui mettaient un montant, livre dédicacé, voilà. Et un deuxième, c'était pour un séminaire, donc je donnais une place ou je ne sais pas. Donc je donnais une contrepartie, Ça, c'est des contreparties voilà. Donc, C'est pas des finances, on va dire. non, voilà. Mais ça, je disais contrepartie dans le sens le plus générique du terme, c'est-à-dire quelque chose en échange de quelque chose d'autre. Donc, il existe des contreparties financières, des contreparties réelles, des contreparties symboliques, des contreparties fiscales. Il y a toutes sortes de contreparties. Et donc, c'est en général en fonction de ces contreparties qu'on classe le crowdfunding. Donc, on met trois grandes catégories en fonction des contreparties. Donc, on met ce qu'on appelle le crowdgiving, le financement en dons, qui lui-même se subdivise en trois sous-catégories que je vais refaire dans un instant. Mais d'abord, restons sur les grandes catégories. Donc, le don, le prêt et l'investissement. Donc ça, c'est les trois grandes contreparties qui sont donc pour deux d'entre elles financières, l'investissement et le prêt, et pour une non financière, à savoir le don. Donc le don, après, se subdivise en trois catégories aussi. Donc le don pur, qui est je donne de l'argent, j'ai rien en échange, c'est un vrai don. Le don avec contrepartie symbolique. Alors le don pur, il peut être assorti quand même d'une contrepartie fiscale, mais normalement, Le ça don reste un pur, don. c'est du type Patreon, quand on n'est peut-être pas comme moi, podcasteur, je sais que c'est la mode aux États-Unis, où on Par exemple, finance ouais, un artiste qu'on aime bien. Voilà, voilà, on peut dire que ça fait partie du crowdfunding, effectivement. d'accord. Encore que c'est un peu ce qu'on appelle le type. Il y a Tipeee aussi. Pour boire, quoi. Ouais, voilà, c'est un peu ça le pourboire. On peut dire que c'est avec une contrepartie, puisque finalement, c'est un peu de la post-vente, enfin, c'est de la vente qu'on paye après, à prix libre. Donc, certes, formellement, c'est un don, mais en fait, c'est un don à quelqu'un qui nous a déjà rendu un service, et donc on a juste décidé de le payer, alors qu'on aurait pu décider de ne pas le payer, et on a décidé de combien on le payait. Donc, c'est un peu discutable que ce soit un don pur, mais formellement, ça l'est, c'est vrai. Donc, il y a cette première catégorie qui est le don pur, qui est souvent assorti de contrepartie fiscale, quand c'est pour les associations. Ensuite, on a la contrepartie symbolique. Donc, c'est je donne 5 euros à quelqu'un qui va faire un voyage humanitaire et il m'envoie une part de gâteau. Donc, 5 euros pour une part de gâteau, ça fait cher. Donc, ça veut dire que la part de gâteau est une contrepartie qui est symbolique, c'est-à-dire qu'elle a une valeur beaucoup plus faible que le montant du don.
Donc, il y a quand même quelque chose en échange, mais il n'y a pas de rapport entre la valeur du don et la valeur de la contrepartie. Et enfin, la dernière catégorie, qui est celle qui marche le mieux, et notamment dans le business, c'est la prévente. Donc, on achète en avance et qui est notamment très, très en vogue en ce moment pour les restaurants d'ailleurs. Parce que les commerces font des préventes en ce moment pour dire voilà, notre trésorerie souffre. Acheter d'avance des vêtements, acheter des bons d'achat pour nos burgers, pour nos salades, pour nos pizzas, et vous viendrez les utiliser après la crise. Et du coup, nous, on aura tenu et vous nous aurez versé un peu de votre salaire que vous avez continué à toucher pendant que nous, on ne touchait plus vos consommations, quoi. Donc la prévente, c'est vraiment ce qui marche le mieux en crowdfunding. Dans le cas de ton livre, on peut dire que c'est de la prévente plutôt. Ouais, c'est ce que je pensais, ouais, tout à fait. Voilà. Donc ces trois-là sont les dons avec contrepartie symbolique et prévente sont en général mis ensemble parce qu'ils sont souvent sur les mêmes plateformes. Ulule, KissKissBankBank, Kickstarter, Indiegogo, pour citer les quatre principales qui me viennent en tête. Deux françaises, Ulule et Kickstarter, et KissKissBankBank, et deux américaines. Mais il y en a énormément, je pense, dans le monde entier. Il y en a sûrement des milliers, des plateformes qui font ça. Et ils font en général les trois, et souvent sur une même campagne, on voit les trois. C'est-à-dire que c'est quand je fais un don de 5 euros, c'est un don. Quand je fais un don de 10 euros, j'ai le droit à un bisou euh, par webcam en ce moment. Donc c'est un don symbolique, hein. Enfin, c'était une contrepartie symbolique. Et quand je donne 20 euros, j'ai le droit au livre. Donc là, j'ai une prévente. Donc en fait, selon ce qu'on donne, on a don, contrepartie symbolique ou prévente. Et ça se fait beaucoup comme ça. Donc ça, c'est la première grande catégorie, qui est ce à quoi les gens pensent le plus couramment quand ils pensent au crowdfunding. Mais qui D'accord. n'est qu'une petite partie du crowdfunding finalement. Je n'ai plus les chiffres exacts en tête. Si vous voulez, vous pouvez aller sur Baromètre Financement Participatif, sur le site de Financement Participatif France, qui s'appelle financeparticipatif.org d'ailleurs. Sur cette partie-là, parce qu'on en a déjà parlé, mais bon, ça c'est en off, ou plutôt sur la première émission, cette partie-là, donc sur quel montant on peut monter au maximum? Sur cette partie-là, alors, on voit des gens aller jusqu'à 300 000 euros, à peu près, mais c'est très, très, très rare. Enfin, genre, les projets qui dépassent les 100 000 euros, il y en a. Bon, ça fait longtemps que je n'ai pas compté, mais c'est quelques dizaines par an en France. Mhm. Donc, c'est vraiment très peu. La moyenne, je ne la connais pas par cœur, mais c'est à peu près dans les 8 000 euros sur la D'accord. partie don, contrepartie et prévente, avec des disparités selon que ce soit prévente ou du don pur. En prévente, on fait plus près de 10 000, en don pur, c'est plutôt 5 000. Et avec beaucoup, beaucoup de projets qui sont en dessous de 5 000, mais qui sont beaucoup des voyages, humanitaires, du caritatif, des choses comme ça. Les entreprises, elles font rarement en dessous de 10 000. Et là, moi, ce D'accord. que je dis, c'est que ça ne vaut pas vraiment le coup. Si vous êtes une entreprise et que vous voulez vous financer par ce biais, ça ne vaut pas le coup de le faire en dessous de 10 000. D'accord, dans tous les Ça cas. demande Ouais, beaucoup. après, c'était la question d'après, mais par rapport au financement bancaire. Mais donc, je te laisse aller sur l'investissement ensuite pour qu'on puisse détailler un peu. Ouais, je fais très rapidement le prêt parce que c'est peut-être ce qui concerne le moins les gens qui Ouais, vont nous écouter, et puis c'est le plus simple. Donc le prêt, c'est exactement comme un prêt bancaire en termes juridiques. Enfin, on s'engage à la même chose, on emprunte de l'argent, on devra le rembourser. Tant qu'on le doit, on doit des taux d'intérêt. Ces taux d'intérêt sont en général supérieurs aux taux d'intérêt bancaires. Significativement, même si la tendance est à la baisse depuis le début. Mais au tout début du financement participatif, c'était 8% les taux d'intérêt, 6-8%. Aujourd'hui, je pense qu'on est plutôt à 4-6, mais ce qui est quand même plus élevé que le financement bancaire. Et là, on est plutôt autour de 70 000, 200 000 euros par financement. Donc ouais, c'est donc plus c'est plus pour important. de la trésorerie ou pour des projets en général? C'est pour la trésorerie Trésorerie, d'entreprise. ouais. Ouais. C'est Ok. des entreprises qui, normalement, devraient bien se financer auprès d'une banque. Donc des bons dossiers, hein. Pas des mauvaises entreprises, pas des canards boiteux, pas des entreprises en difficulté. En principe, c'est plutôt des bonnes entreprises, mais qui viennent financer soit plus rapidement qu'auprès d'une banque, parce que ça va assez vite sur ces plateformes-là, soit qui viennent financer quelque chose que les banquiers n'aiment pas financer. Donc des actifs matériels, mais qui sont difficiles à revendre. Par exemple, une machine que vous avez fait faire par un de vos fournisseurs et qui est hyper précise pour votre métier et personne n'en aura envie si vous faites faillite. C'est seulement vous qui l'utilisez, donc c'est pas revendable, donc ce n'est pas gageable, donc les banquiers n'aiment pas financer. Ou encore de la trésorerie, donc du BFR.
Et là, en plus, c'est pas le même particulier qui va investir, entre parenthèses, parce que dans l'autre côté, c'était plutôt, dans le crowdgiving, c'est plutôt donc des communautés, entre parenthèses, et qui sont peut-être un peu présents sur les réseaux sociaux. Là, c'est vraiment des investisseurs qui veulent placer dans les structures et qui veulent récupérer de l'argent. Oui, avant, c'est la communauté de l'entrepreneur que l'entrepreneur mobilise. Donc, du coup, l'entrepreneur ne va pas chercher une communauté qui existe sur la plateforme. La plateforme n'apporte pas beaucoup d'argent. C'est plutôt lui qui mobilise sa communauté via la plateforme. Alors, à côté de ça, donc sur le prêt, c'est des épargnants, du coup, qui mettent de l'argent et qui investissent directement. Et c'est en volume, c'est surtout des institutionnels. Donc, en fait, c'est pas vraiment du crowdfunding. La D'accord. foule est minoritaire. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais ça doit être. L'ordre d'idée, c'est 70 à 80% de l'argent qui est investi en crowd lending, donc en Après? prêt participatif. C'est 70-80% je sais pas, d'assureurs, de banquiers et tout ça. D'accord, ouais. Donc ça n'a rien à voir, ouais. Ouais. Mais bon, ça marche quand même. Et là, donc, on dépose son dossier, il y a un algorithme qui regarde s'il est bon, puis ensuite, une fois que 90% des dossiers ont été virés, il y a une petite main humaine qui va vérifier si le dossier est bon, s'il est validé. Et donc, tout ça, ça met moins d'une semaine, il me semble. Bah, après, le financement, en général, il se fait en une journée, 2 journées, 3 journées. Et donc Très ça, rapidement. on peut en faire plusieurs fois. Si on est vraiment un beau dossier, on est bien sur la plateforme, on peut rester avec elle et se faire financer plusieurs fois. Ouais, enfin, disons que c'est pas le nombre de fois qui compte, c'est l'endettement. Et donc Mhm. l'endettement, il dépend pas seulement du crowdfunding, mais aussi des endettements bancaires. Mais donc du coup, sous réserve de ces ratios d'endettement, on peut en faire autant de fois qu'on veut. D'accord. Et est-ce que donc toi Et d'affilée. tu conseillerais d'en faire plusieurs? Est-ce que ça vaut le coup pour une société de faire des prêts dans plusieurs structures? Ou en général, quand on prend par exemple We Do Good, on reste chez We Do Good, on va pas chez les concurrents, ça n'a pas de sens. Alors chez Woodwood, c'est pas du prêt, donc on en parlera après. C'est autre Ouais, chose. Là, le prêt, c'est très spécifique. Il faut voir ça exactement comme un prêt bancaire. Vous avez besoin d'un d'accord. prêt bancaire, vous allez faire du crowdfunding, soit parce que ça ira plus vite, soit parce que la banque vous suivrait pas sur ce truc-là, parce que c'est un truc difficile à financer. D'accord. Voilà. Mais c'est très comparable au prêt bancaire, il n'y a pas de grosse spécificité pour l'entrepreneur. Donc après, la dernière catégorie, c'est l'investissement. Donc là, l'investissement, le but, c'est d'avoir des fonds propres, donc d'augmenter son capital, ou en tout cas les fonds propres qui permettent d'augmenter ses ratios d'endettement ou d'avoir plus de subventions aussi. Donc là, il y a deux grandes catégories. Le capital, qui est souvent assorti d'obligations d'ailleurs, dans lequel on prend des actionnaires et qui vont donc avoir voix au chapitre donc, à l'Assemblée générale, et qui auront aussi qui pourront avoir des informations privilégiées sur la gestion de l'entreprise. Donc on fait rentrer des copropriétaires en fait à l'entreprise, hein, finalement. Donc ça, c'est un lourd prix à payer pour un entrepreneur qui aime la liberté. Mais bon, voilà, l'argent a un prix, c'est normal. Et l'autre catégorie qui est plus minoritaire, mais qui est en grande progression et qui fait beaucoup d'entreprises en nombre d'entreprises, même si elle fait les plus petits financements, c'est donc le royalties. Donc, ce que je connais le mieux, puisque We Do Good, la plateforme que j'ai fondée, est le leader de très loin en France du financement en échange de royalties. Donc là, l'idée, c'est d'avoir des fonds propres aussi, mais sans actionnaires. On n'a pas des gens qui sont copropriétaires de l'entreprise, ils n'ont pas le droit de vote, ils n'ont pas le droit de regarder la gestion. Ils ont le droit à des informations, mais elles sont limitées. Et elles se concentrent surtout sur le chiffre d'affaires. Et donc, ce qu'on leur cède en échange de l'argent qu'ils ont investi, c'est un droit à toucher un pourcentage du chiffre d'affaires. On n'a pas à rembourser l'argent qu'ils ont investi, ces gens-là. On a juste à leur verser un pourcentage du chiffre d'affaires. Il y a beaucoup de chiffre d'affaires, on leur verse beaucoup de royalties. Il y a peu de chiffre d'affaires, on leur verse peu de royalties. Donc il n'y a pas de limite de temps, enfin, quand on. C'est pas fixé dans le temps. Il faut rembourser en Si, un an, si, 2 ans. si. Alors, il n'y a pas de remboursement, hein. C'est juste les gens achètent un droit à toucher des royalties. Donc, du coup, ils D'accord. ne récupèrent pas leur mise, ils récupèrent des royalties en échange, qu'ils espèrent supérieures à leur mise, en revanche, hein, bien sûr. D'accord, ok. Donc, l'idée, c'est ils investissent. Pendant 5 ans, l'entreprise va leur verser des royalties. Et ces royalties s'arrêteront soit au bout des 5 ans, soit au-delà des 5 ans, si on n'a pas atteint l'équivalent de ce qu'on a levé, on continuera à verser le même pourcentage jusqu'à atteindre pile ce qu'on a levé. Soit avant la fin des 5 ans, si l'entrepreneur a versé plus de 3 fois le montant de ce qu'il a levé, on arrête avant les 5 ans. 3 fois, c'est pas mal. C'est pas mal, mais on fait des investissements risqués, donc c'est plutôt pour
Donc, c'est des profils de personnes qui aiment prendre le risque. qui aime prendre le risque. Alors cependant, si l'entrepreneur commence à verser beaucoup de royalties et qu'il voit ces royalties qui commencent à monter, il a le droit de tout de suite arrêter. Dans ce cas, il verse la somme il rembourse la somme qu'il a levée. D'accord. Voilà. Et dans ce cas, donc, par exemple, il commence à se dire, ah, j'ai versé également 30% de ce que j'ai levé, je sens que je commence à faire de plus en plus de chiffre d'affaires, ça va faire beaucoup, j'arrête, je rembourse la somme. Dans ce cas-là, il a levé 100 et il a remboursé 130 finalement, puisqu'il a versé, il rembourse 100 et il a versé 30. Donc voilà. Donc, finalement, c'était pas mal. Pour rester sur la partie investissement, parce que moi j'en suis souvent renseigné, on en a parlé la dernière fois, il y a beaucoup aussi donc de promoteurs et d'immobiliers qui se font cette partie investissement. Ça Oui. marche pas mal. De petits promoteurs, en fin de compte, ou des marchands de biens qui veulent devenir promoteurs. Et souvent, en plus, ils promettent des rentabilités à 8-10%. En plus, on m'a dit que c'est vrai. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est un truc qui marche bien? Bon, actuellement, je pense que malheureusement, ça va se calmer. Mais Fiscalement, c'était pas trop désavantageux. Et puis l'immobilier marchait bien. Enfin, moi, je fais partie de ceux qui pensent que l'immobilier est un peu haut, un peu trop pour continuer à monter éternellement. ok. De toute façon, rien ne monte éternellement, évidemment, mais un peu trop pour continuer à monter pendant longtemps. Donc, si c'est des trop beaux investissements aujourd'hui, c'est qu'ils deviendront moches assez vite. Mais bon, ça, c'est hors sujet. Aujourd'hui, donc, le crowdfunding en investissement, ça doit être à 80% de l'immobilier. Et D'accord. sur les deux plateformes historiques de l'investissement en capital, qui sont Anaxago et WeSeed, WeSeed étant vraiment la plus ancienne des plateformes de crowdfunding en France, puisque les deux premières plateformes, c'était WeSeed et My Major Company. My Major Company qui faisait des royalties d'ailleurs, qui n'existe plus aujourd'hui. Qui était plus dans la musique. Exactement, c'était des producteurs de musique et donc ils prenaient des royalties sur les artistes ensuite. Et aujourd'hui, ils font de la production de musique toujours. C'est le fils de Jean-Jacques Goldman qui avait monté ça, mais ils font plus de crowdfunding. Donc WeSeed, qui est pour le coup l'historique, qui a été fondé, il me semble, en 2008, qui faisait donc de l'investissement dans des startups, notamment des startups avec un impact environnemental positif, donc dans l'écologie, beaucoup d'énergie renouvelable. Aujourd'hui, ils font 80-90% de leur chiffre d'affaires sur de l'immobilier et de la promotion immobilière. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que le crowdfunding n'a pas un énorme impact sur l'économie française aujourd'hui, puisqu'on est assez négligeable par rapport à tout l'argent qui est brassé par les banques, il faut l'avouer. On a un poids assez important, donc j'avais dit dans le crowdgiving et tout ça, donc le crowdfunding en don pour les financements d'œuvres caritatives, de voyages d'étudiants, etc. Et il y a un secteur économique dans lequel on a un point important, c'est le financement de la promotion immobilière. On est très minoritaire dans le montant total de financement de la promotion immobilière, mais en revanche, on est très très important, presque plus de 50%, dans les fonds propres nécessaires à la promotion immobilière. Donc du coup, aujourd'hui, le crowd investing, c'est beaucoup de promotion immobilière, en effet. D'accord. Ouais, c'est toujours l'amour des Français pour la pierre et ce qu'ils peuvent toucher. Ouais. Il y a de ça, il y a de ça. Il y a moins de risques en plus. L'immobilier, on connaît un peu, on sait que ça marche, entre parenthèses. Et il peut y avoir des ratés, hein, ça arrive, mais bon, en général, on sait que c'est rentable et que ça marche. Il y a de ça. Il y aurait beaucoup de choses à en dire. Je ne vais pas me prononcer. C'est sans doute une des raisons. Je pense que l'autre raison, c'est que pour les plateformes, c'est beaucoup plus pratique parce que ça va permettre de faire des projets qui se ressemblent en série, donc. Et donc, les coûts de production, entre guillemets, je parle comme une usine, mais finalement, tout est résumable à ça. Les coûts de production d'une levée de fonds en crowdfunding pour de l'immobilier sont sans doute 2 fois inférieurs aux coûts de production pour une entreprise. Parce qu'une entreprise, il faut réétudier le dossier, il faut préparer la levée de fonds, chaque levée de fonds est unique, elles se ressemblent, et on apprend des choses sur notre propre métier, mais elles sont quand même uniques. Alors que là, l'immobilier, elles se ressemblent beaucoup, énormément. Donc, et en plus, on travaille avec les mêmes personnes. Donc, vous avez travaillé Mm. avec un promoteur une fois, vous travaillez avec le promoteur une deuxième fois, vous connaissez ses collaborateurs, vous connaissez ses méthodes, vous savez ce qui fait bien, ce qui fait mal. Donc, tout va beaucoup plus vite. Donc, je pense que c'est aussi une chose qui joue, c'est nos aspects production aussi. Même nous, on pense à faire des choses de ce genre-là et on cherche à faire des choses qui sont un peu en série, des levées de fonds en série. D'accord. Donc toi, bon, par rapport à ce que tu m'as dit, donc ça décrit donc les trois types, donc le prêt, l'investissement et donc le giving, le co-giving. Quels sont pour toi les avantages et les inconvénients de prendre soit un crédit bancaire, soit de faire ça? Hum, c'est une drôle de comparaison. Euh, Bah, c'est plus pour le prêt à la base. Bon, on va retirer les autres. Parce que si Euh, on compare le prêt entre le ouais, c'est prêt plus pour le prêt par crowdfunding logique, et ouais. le prêt banque, bah, le truc principal à regarder, c'est le taux d'intérêt. Le prêt en banque est moins cher. Donc, si on peut avoir le prêt bancaire et qu'on peut l'avoir vite, ou qu'on peut l'avoir en tout cas dans des délais qui nous conviennent, il faut toujours choisir le prêt bancaire, évidemment.
Si on est très pressé, le crowdfunding peut être beaucoup plus rapide, mais si on est très pressé, on n'est probablement pas éligible. Après, on peut, enfin, je veux dire, s'il y a une urgence, quoi. Après, on peut toujours demander et voir ce qui se passe. Donc ça, c'est pour ce qui concerne le prêt. Après, le don, la prévente, c'est pas un financement en réalité. Il ne faut pas le voir comme un financement. C'est pour Pour les ça que trucs, j'ai précisé le prêt, parce que bon, après le reste, c'est plutôt des systèmes comme October ou d'autres trucs. Quand on veut vraiment faire des petits financements, ben, il y a plein de petites structures qui font des petits financements entre 500 et 1000 euros. Donc c'est plus ça en fin de compte. Et que le prêt, c'est plutôt un prêt bancaire. Voilà. Je voulais. ouais, pour moi, October et tout ça, c'est vraiment on est face à un mur hein, pour le crowdfunding, honnêtement. Hein. On est une industrie très prometteuse qui a d'ailleurs un taux de croissance qui reste insolent par rapport à beaucoup d'industries. Hein. On était à plus 100% il y a quelques années, il y a 2 ans, je pense. Il y a eu un petit coup d'arrêt à cause de Macron, notamment. Je ne dis pas ça pour le critiquer d'ailleurs, mais notamment le crowd investing a souffert d'une mesure que Macron a fait, qui est la suppression de l'ISF. Mais donc on est encore à, je crois, 30 ou 35% de croissance cette année, hein, ce qui est quand même pas mal hein, par rapport à d'autres secteurs d'activité. Mais on reste tout petit par rapport aux banques, parce que les banques ont accès à de l'argent gratuit, ce Mm. qui n'est pas notre cas. Nous, on ne peut pas créer de la monnaie. Donc, bon, en tout cas, pour ceux qui veulent se financer, sous réserve de la vitesse, normalement le prêt bancaire est meilleur, parce que le prêt bancaire peut être plus lent. Le financement en pré-vente, donc ce que tu as fait toi, c'est pour les tout petits entrepreneurs et surtout pour les lancements de produits, mais ce n'est pas du financement. C'est en fait, il ne faut pas le voir comme du financement, il faut voir comme un mode de communication. C'est un moyen de faire sa communication de manière communautaire et virale, sans que ça coûte d'argent, puisque les cibles de la communication vont financer la campagne de communication. C'est assez génial. On a une campagne de communication qui va peut-être coûter 10 000 euros, et puis on récoltera 10 000 euros, donc ça aura coûté zéro. C'est pas mal de la communication Et gratuite. en plus, ça, techniquement, ça valide un projet. Parce que si, Exactement. voilà, ça valide une communication, du marketing, parce que bon, tu ne l'as pas dit, mais on va le dire après. Parce que donc, moi, j'avais repris ce que disait, je crois, KissBankBank ou Ulule. Il y avait 3 cercles entre parenthèses à respecter. Oui, Donc, j'ai bien compris que je n'ai pas respecté un des cercles qui est Ulule, le premier. Pourtant, logiquement, c'est un truc qui aurait dû être facile, mais bon, je pense que j'ai pas été. non, c'est facile pour personne. Je te rassure. Oui, non, mais en fin de compte, non. Disons, quand tu crois en un projet, c'est facile. C'est-à-dire que tu remues ciel et terre et tu fais ce qu'il faut. Et quand tu y crois à moitié, ou peut-être tu es peut-être un peu timide par rapport à ça, et puis c'est quelque chose que tu m'as dit la dernière fois, voilà, quand tu es entrepreneur, voilà, faut pas. Soit tu prends le téléphone et t'embrouilles tout le monde et que pas tu harcèles, mais tu fais ce qu'il faut pour que ça marche, sinon tu ne le fais pas. Voilà, quand tu fais un Ouais. projet participatif, il faut vraiment le faire à 300% et pas à moitié. Exactement. Ouais, bah, on en reparlera dans un instant. Je finis juste le petit tour des intérêts de chaque financement. L'investissement, donc, c'est pour améliorer ses fonds propres. Le royalty, c'est beaucoup là pour l'amorçage de l'entreprise et notamment pour faire la jonction entre la love money et les premiers investisseurs, et notamment les partenaires clés, etc. Euh, donc, sur comment réussir une campagne de crowdfunding sur tout sauf le prêt, hein. Je mets le prêt, c'est à part. Le prêt, c'est pas vraiment du crowdfunding d'ailleurs, en un sens. Le prêt, c'est un peu une petite évolution du secteur bancaire plus que du crowdfunding. D'ailleurs, le leader du prêt en France, le leader du crowdfunding en prêt en France, qui s'appelle October, qui est aussi leader en Italie et en Espagne, il me semble, ils sont filiales de banques ou de sociétés d'assurance crédit. Donc, c'est déjà très lié au secteur bancaire. Mais donc, si on les met à part, tout le reste, il y a la notion de campagne de financement, de campagne de crowdfunding, campagne au sens campagne de communication, ça peut faire penser à campagne électorale aussi, et je pense que la comparaison est assez juste, c'est un peu une campagne électorale. Comme une campagne électorale, il faut un candidat, il faut une équipe pour faire la communication, et il faut un candidat pour incarner physiquement le visage de cette communication. Si vous n'avez pas une équipe à entraîner, bah, ça ne suffira pas. Avec vos petits bras tout seul, vous n'irez pas loin. Et s'il n'y a pas un candidat principal pour incarner, bah, du coup, le côté collectif va un peu manquer. Bah, ça va manquer de personnalisation, donc ça ne sera pas très bon non plus. Tout comme une campagne électorale, il faut démultiplier les supports de communication. C'est-à-dire, il faut aller sur les marchés pour serrer des mains. Donc, c'est pas sur les marchés qu'il faut aller, surtout pas en ce moment. Mais à l'époque, faut faire des événements. Et beaucoup de campagnes de communication, de campagnes de crowdfunding ratent parce qu'ils font pas assez de physique, de terrain, de communication. Direct, je veux dire. Il faut donc faire les réseaux sociaux, bien sûr. Il faut essayer d'avoir les médias aussi. Et tout comme les campagnes électorales, les médias viennent au secours des vainqueurs. Donc les médias viennent au secours des campagnes qui marchent très bien.
Ils ne viennent pas aider les campagnes qui marchent mal. Donc, c'est la prime au candidat sortant, c'est la prime au candidat qui est déjà très connu. Donc, il ne faut pas voir le crowdfunding comme un truc, je vais avoir les journalistes qui vont m'aider à faire ma levée de fonds. Non, c'est je fais ma levée de fonds, elle réussit bien, du coup, les journalistes viennent me féliciter. Pourquoi, en fin de compte, des fois, ça paraît facile, excuse-moi de te couper, c'est qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui s'en sont servis, mais eux ont déjà une communauté. Donc Exactement. souvent eux, ça paraît plus facile, même si, comme tu dis, il n'y a rien qui est facile. Mais c'est vrai que la partie premier cercle, souvent, bah, c'est la famille. Et des fois, quand on parle d'argent, on a un pays où l'argent, même si on a des proches, on n'a pas envie de les solliciter. Ou on sollicite, même si on a 100 personnes dans la famille, on en sollicite 10 ou 15. Et c'est Mm. l'erreur, il faut vraiment aller voir les 100 et même au-dessus Exactement, il des faut aller 100. voir Et tout le monde. puis, et pour donner l'exemple que j'ai dit la dernière fois, il y a deux magasins, il y en a un où il y a une longue queue, une grande boulangerie, et l'autre où il n'y a personne, même si l'autre fait du meilleur pain, mais s'il n'y a personne devant, on va aller voir là où il y a, là où il y a du monde. Et c'est vrai que sur le Exactement. financement, on voit qu'il y a déjà des gens qui ont financé, et souvent c'est l'effet boule de neige. Exactement, donc ça, c'est la logique des trois cercles concentriques. Le premier cercle, c'est les gens qui nous aiment, avec un gros cœur, qui nous aiment beaucoup. Ils en ont rien à faire de notre projet. Tout ce qu'il faut leur dire, c'est pas une lubie, c'est pas un caprice. J'ai un très bon projet, j'y crois vraiment, et moi, je me mouille pour qu'il réussisse, je sacrifie des choses pour qu'il réussisse et je prends des risques. Aidez-moi, rentrez dans l'aventure avec moi. Et Surtout là, encore, je te coupe encore, ce qu'il faut ouais, dire, c'est que c'est vraiment important, parce que moi, ceux qui m'ont financé, c'est vraiment les proches. D'autres, je pense, de mon côté, j'aurais dû aller les voir et plutôt insister. Je pensais que ça allait venir parce que j'avais déjà plusieurs plateformes, entre parenthèses. C'est que je leur ai dit, même si on va pas au bout, vous êtes remboursés. Et certains ont eu un doute, ils ont été lire, ils ont été voir. Et c'est vrai qu'après, bah, ceux qui n'ont pas, j'ai pas pu avoir la somme que je voulais, j'ai remboursé, il n'y a aucun problème. bien sûr, c'est prévu sur presque toutes les plateformes. Indiegogo, il y a une option pour mettre, pour ne pas mettre cette option, enfin, pour ne pas mettre ce qu'on appelle cette règle du tout ou rien. C'est-à-dire, soit j'ai mon objectif, voire même au-delà, hein, parce que souvent on a un objectif avec un plancher et un plafond. Et si j'atteins pas mon objectif, je rembourse tout le monde et la plateforme ne prend pas sa commission. Ça, sur quasiment toutes les plateformes, c'est le cas. Et en effet, donc du coup, c'est ce qui se passe avec le premier cercle. En général, on n'a pas trop besoin de le dire ça avec le premier cercle, mais bon, effectivement, le deuxième cercle, le troisième cercle, c'est intéressant de leur dire ça. Premier cercle, donc ceux qui nous aiment beaucoup, il faut juste leur faire comprendre qu'on ne va pas gaspiller leur argent. Bien sûr, cet argent va peut-être être perdu, bien sûr que le projet va peut-être pas réussir, peut-être qu'on n'est pas le bon entrepreneur, etc. Mais ils nous aiment bien, voire ils nous aiment tout court, et ils veulent essayer de nous aider à réussir. Donc, si on montre qu'on prend au sérieux notre propre projet, bah, ils vont le prendre au sérieux aussi et ils investiront. Et je le dis avec beaucoup de conviction, j'espère, on peut avoir 100% de réussite pour les gens qui sont dans le premier cercle. C'est-à-dire que 100% des gens qui investissent. Je ne dis pas qu'ils mettront tous 3 000 euros, tous 5 000, tous 30 000 euros, mais on peut avoir 100% des gens qui investissent. Et c'est d'ailleurs l'objectif qu'on doit avoir. C'est comme ça qu'on doit définir le premier cercle. C'est les gens qui sont sur lesquels on est censé avoir 100% de réussite. Bah, Donc c'est notre... surtout qu'on parle, là, tu as dit 30 000, 50 000, mais on parle de petits montants. Comme on est revenu Oui, sur la moyenne des 8 000 euros, bah, 100 personnes qui donnent 30 ou 40 euros, enfin, ça dépend après des finances de chacun, mais bon, c'est pas extraordinaire, quoi. non, non, bien sûr, Et mais évidemment. et ça finance une bonne partie. Évidemment, évidemment. Et je vais revenir sur le premier cercle, je finis la définition des trois cercles, pour voir après l'importance du premier cercle et pourquoi il faut qu'ils investissent tous. Et pourquoi c'est possible d'ailleurs. Ensuite, il y a le deuxième cercle. Donc le premier cercle, c'est mon père, ma mère, mon cousin dont je suis proche, mes frères, sœurs, mes meilleurs amis, etc. Donc c'est peut-être 100 personnes, pas beaucoup plus. Ensuite, il y a le deuxième cercle, c'est des gens que je connais, qui me connaissent, que je connais mal, ou moins bien en tout cas que le premier cercle, parce que bon, c'est un peu une vision simplifiée des choses, premier, deuxième, troisième cercle, hein. Le deuxième cercle, c'est un cercle qui est, qui est très hétérogène, contrairement au premier cercle. Il y a des gens que je connais pas si mal. Par exemple, je mettrais bien dans mon deuxième cercle, moi, un type que j'ai rencontré il y a un an. Euh, voilà, moi j'ai 35 ans, je l'ai rencontré très récemment, c'est pas un ami depuis très longtemps, mais on s'entend très très bien. Il y a des gens parfois comme ça, on a des sortes de coups de foudre amicaux. Donc je m'entends très très bien avec lui, mais on se connaît depuis pas assez longtemps pour que je puisse le mettre dans mon premier cercle. Mais en revanche, il serait bien dans mon deuxième cercle. Il y a mon cousin que j'ai pas vu depuis 5 ans, la meilleure amie de mon ex avec lequel je m'entends bien. Enfin voilà, on peut aller voir des gens très très différents avec des liens plus ou moins près. Je vais donner un exemple très précis de confins de toute la fin du deuxième cercle. Euh, le cousin de mes cousins par alliance. Voilà, ce type-là, c'est un type que j'avais jamais rencontré, donc j'avais vaguement entendu le nom une fois. Bah, il a investi sur ma campagne de financement participatif quand j'en ai fait une pour ma propre plateforme.
Donc, est-ce qu'il est dans le deuxième cercle ou dans le troisième cercle? Bah, il est à la limite du deuxième cercle parce que c'est quand même c'est le cousin germain des petits-enfants de la fille de la deuxième femme de mon grand-père. Ah oui. Bon, il y a un lien qui est un peu loin, mais il est là, quoi. Donc, je ne le connaissais pas, je l'ai rencontré, j'ai déjeuné avec lui après qu'il ait financé ma boîte. Voilà, ça c'est le deuxième cercle, c'est très hétérogène. Là, évidemment, le taux d'investissement il est beaucoup moins élevé, il n'est pas à 100%, mais on a quand même un bon nombre de gens qui peuvent mettre, y compris le type que je viens de citer, là, qui est un cas réel, il a mis 2000 euros sur ma Ah boîte. oui. Et c'est pas un type richissime, hein. C'est un indépendant, un développeur indépendant, donc il n'a pas de problème d'argent, hein, bien sûr, mais 2000 euros, c'est quand même assez. C'est un vrai parti pris de sa part. Le troisième cercle, c'est le reste du monde, mais il faut considérer que c'est des gens qui ont un intérêt avec votre entreprise ou un lien un peu éloigné avec des gens du deuxième et du premier cercle. Et D'accord. éventuellement des gens qui ont été mis en contact avec vous via la plateforme de crowdfunding sur laquelle vous faites votre financement ou via les médias, par exemple. Voilà. Donc, je reviens juste à une dernière notion, après je te laisse la parole pour pas trop la monopoliser, même si c'est moi qui suis censé parler plus. Donc, on a beaucoup le bouche à oreille. Le bouche à oreille, bah, il faut commencer avec une première oreille. Et donc, il faut voir que le bouche à oreille, vous pouvez imaginer que vous êtes au milieu. C'est un bon exemple avec le coronavirus, tiens, on pourrait faire. Le côté viral. Vous êtes le patient zéro, c'est peut-être une drôle de comparaison que je vais faire. Et du coup, plus vous avez de patients numéro 2, enfin numéro 1 après, autour de vous, plus vous avez de lieux pour répandre votre virus positif. Ou plus vous avez de branches pour votre arbre, si on veut prendre un truc un peu plus sympathique. Plus il y a de branches, plus elles vont se subdiviser, plus l'arbre va être vaste et avoir des feuilles. Donc du coup, bah, les branches, elles partent tous du premier cercle. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument que tout le monde mette dans le premier cercle. Parce que du coup, il y aura plus de gens dans le deuxième cercle qui mettront, parce que le meilleur ami de votre cousin qui est dans votre premier cercle, il ne mettra pas si votre cousin n'a pas mis. Donc, il Mm. faut que votre cousin mette ne serait-ce que 10 euros. Moi j'ai un cousin qui est au chômage et qui galère financièrement. Son meilleur ami, ça va bien. Et son meilleur ami, je le connais et je m'entends bien avec lui. Mais son meilleur ami, il ne mettra pas si mon cousin n'a pas, lui, mis 10 euros. Mais le meilleur ami, lui, il veut mettre 100 ou 200. Donc, il faut vraiment avoir un esprit. J'aime bien prendre cet exemple-là. On parle aussi un peu quand on parle d'entrepreneuriat, c'est que, et comme pour plein de projets en fin de compte qui sont un peu assez ambitieux, c'est un peu comme une fusée qui est très lourde. Toute l'énergie et tout ce qu'il faut, c'est souvent au départ, au décollage, le maximum. Puis après, le reste, dès qu'elle a décollé, bah, il va y avoir un système de. Enfin, pas un roulement, pas un roulement, mais système de croisière qui fait que, comme un avion pour décoller, il déploie une énergie énorme. Puis ensuite, Exactement, bah, ouais. voilà, Ouais, c'est vrai, c'est même vrai pour une voiture. Elle pollue beaucoup plus au démarrage d'ailleurs enfin, je parlais pas de pollution, mais je parlais mais je comprends ce que tu veux dire. Voilà, toute la puissance est au départ, parce qu'il faut faire décoller la machine, puis ensuite, techniquement, ça part tout seul, entre Effectivement. parenthèses. Mm. Ouais, ou on peut imaginer aussi, il y a une chose qu'on ne pense pas beaucoup, mais le facteur principal de réussite en crowdfunding, outre donc le fait d'être très décomplexé à réclamer de l'argent, que tu évoquais tout à l'heure et qui en effet était une des traces de feu notre précédent enregistrement, c'est le travail et l'efficacité de l'entrepreneur dans sa campagne de communication et de prospection de cet argent, quoi. Et donc, il y a un effet d'expérience. Donc, un entrepreneur qui est en campagne depuis 2 jours, il a 2 jours d'expérience. Un entrepreneur qui est en campagne depuis 2 semaines, il a 2 semaines d'expérience. Donc, il est meilleur, tout simplement. Ça, je le vois beaucoup. Et ceux qui font plusieurs campagnes, alors il ne faut pas les enchaîner, mais enfin, pour des campagnes hors prêt, hein. Donc, si on met vraiment le prêt à part. Hors prêt, il ne faut jamais les enchaîner, mais sinon, faire plusieurs campagnes, ça marche très bien, puisque bah, on est meilleur à la deuxième campagne qu'à la première. Ah, tu me rassures, c'est bien. Donc En t- en t- toi là, dans 4-5 campagnes, tu en réussiras une avec un peu de chance. non, mais déjà, avec ce que tu m'as dit, le premier interview qu'on a vu et ce qu'on dit là, voilà, il faut. Et puis, bon, moi, je crois que des fois, on fait des choses, mais je le savais intérieurement que et j'ai fait exprès de le préciser parce que c'est important. Moi, je suis podcast pour ça, pour que les gens réussissent. Et donc, voilà, quand on fait un projet, il ne faut pas le faire. Moi, j'aime bien tester pour tester des fois. Voilà, c'est ma Mm. nature. Je suis optimiste. Comme tu m'as dit, tu m'as même dit un terme qui était intéressant la dernière fois. T'es un optimiste. Tu as dit un terme, je me suis dit, ah, bah, c'est bien moi. Ce qui n'est pas très bien, mais bon, on est comme on est. Et donc, je me suis dit, moi, je suis comme ça. Je saute dans l'eau, si je ne sais pas nager, et je verrai après. Donc, j'ai appris des choses. Au lieu de faire quelqu'un qui veut dire, bah, je ferai un lancement et il ne le fera jamais.
Donc, ben, j'en ai fait 2 à la suite, ce qui est stupide, mais qui n'a pas de sens. Mais bon, au moins, j'ai appris. En plus, je t'invite. Donc, j'apprends à ma façon. Donc, ça façon Oui, d'apprendre. t'as bien Mais raison. il faut, pour ceux qui écoutent, il faut, quand on va faire un projet, il faut être motivé à 300%. Le faire à moitié 50, c'est la sûre de ne pas réussir. Et on n'aura pas envie d'aller appeler les gens si on croit pas selon nos projets, ou on le croit à moitié, ou on n'est pas dedans. Donc, il faut vraiment avoir un truc Exactement, exactement. comment dirais-je, ouais, il faut avoir le feu, quoi. Il faut se dire, voilà, j'y vais, ça, je vais réussir, je vais le faire, et voilà, je casserai toutes les portes, mais je le ferai. C'est pas genre, je vais essayer, ça passe, ça marche pas, c'est pas grave. Voilà, c'est pas le truc. Exactement. En fait, dans le crowdfunding, il y a beaucoup la procrastination des entrepreneurs, ça va beaucoup en crowdfunding. Et le fait de ne pas faire une chose parce qu'on a peur de la rater. Ça, c'est quand même un truc très classique chez les humains, chez les entrepreneurs aussi. Donc, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ratent leur campagne de peur de la réussir, enfin, de peur de la rater. C'est genre, je saute par la fenêtre de peur de mourir, quoi. C'est un peu bête. Et du coup, comme ils ont peur de la rater, ils essayent pas, quoi. Et on voit ça à deux, trois reprises. Alors, il y a d'autres choses, ils n'osent pas demander, etc. Mais oui, faut voir que le crowdfunding, c'est une campagne de communication qui est assez intense, qui a une durée quand même assez limitée. Donc, il faut qu'elle soit la priorité numéro un de l'entreprise pendant qu'elle est faite. Il peut y avoir une autre priorité numéro un en même temps, à la limite, mais ça doit être l'une des deux priorités numéro un, la campagne de crowdfunding, pendant qu'elle est en cours. Après, avant, on peut faire d'autres choses, mais ça ne peut pas être la priorité numéro 2, sinon on la rate systématiquement. Ça tombe bien que tu parles des délais, parce que dans le délai, moi, enfin, c'est quoi, c'est Qu'est-ce qui se bang ou un autre, il me disait qu'il fallait mettre entre 30 et 45 jours. Par rapport aux 3 cercles que tu as expliqués, quel est le temps imparti qu'il faut mettre sur le premier cercle, le deuxième, le troisième? Et est-ce que donc il faut vraiment mettre 30 jours ou des fois. Non, 30 c'est bien, ouais. 30 c'est bien. Pour pas mal de raisons. D'abord parce qu'il faut suffisamment de temps pour qu'une dynamique se crée et qu'on prenne l'expérience. Suffisamment court pour que ça prenne pas non plus tout votre temps entrepreneurial. Il faut que comme c'est une priorité, il faut pas que cette priorité elle vous prenne toute l'année. Il faut qu'elle prenne un mois maximum. Et si on a fini avant, tant mieux. Euh, Combien de temps prennent chaque cercle? Bah, le premier cercle, il prend à la fois très longtemps et très peu de temps. Il prend beaucoup de temps avant la campagne. Il faut voir qu'une bonne partie de la préparation de la campagne, ça consiste à préparer son premier cercle, à se préparer à l'appeler, à noter qui on va appeler, comment on va les appeler, quel message on va leur envoyer. Euh, ouais, je parlais des histoires de campagne électorale. J'ajoute un truc, c'est que comme dans une campagne électorale, une campagne de com, ça doit avoir deux, trois messages forts sur le fond, comme sur la forme, mais sur le fond notamment. En général, quand le président, le candidat qui a gagné l'élection, on se souvient de son slogan. On peut trouver qu'il est bien, pas bien, mais en tout cas, c'est souvent le slogan dont on se souvient. On se souvient tous du slogan de Sarkozy après 2007. On se souvient de celui d'Hollande, le changement c'est maintenant. On se souvient de Chirac avec ses pommes, etc. Donc il y a un message quand même à préparer. Donc la préparation des proches, si on les a bien préparés, normalement les proches, dans la campagne d'un mois, c'est une journée le premier cercle. Ah ouais. Voilà. Si on a très bien fait le boulot de préparation en amont, une très belle campagne, elle fait un tiers de son objectif initial le premier jour. Ça, c'est les belles campagnes. Je ne dis pas qu'on ne peut pas réussir une campagne avec un démarrage plus doux, mais en général, une campagne, elle a un démarrage très, très, très fort, vraiment le premier jour, une bonne dynamique sur les jours qui suivent, donc la première semaine est en général assez dynamique. Ça se ralentit bien sur les semaines 2 et 3. C'est relativement. La caricature, c'est qu'il ne se passe absolument rien en semaine 2 et 3. Normalement, il faut qu'il y ait un peu une dynamique. Et il y a un rattrapage, si on a été un peu trop mou semaine 2 et 3, il y a un rattrapage en semaine 4 avec la caricature qui est la campagne qui fait un super démarrage le premier jour, rien pendant 4 semaines, et puis le dernier jour, on fait les 50% qui restent. Donc c'est Voilà. vraiment intense, quoi. Il faut vraiment être bien aussi émotionnellement pour Ah pas rater oui, ça. émotionnellement, on est très soulagé à la fin D'accord. quand on Question que passe je au t'avais posée la concept. dernière fois, bon, tu m'avais répondu, mais je le dis quand même pour l'audience. Parce que moi, quand j'ai fait le financement sur l'une des 2 plateformes, il y avait aussi des aides. Est-ce que pour toi, il y a un intérêt à se faire aider, à passer par soit entre parenthèses des sociétés qui sont spécialisées, qui te font, Ouais. qui te préparent et qui sont comme des agents immobiliers, quoi, que ce soit un intermédiaire ou peut-être un courtier pour t'aider à trouver le financement?
Ouais, je vais essayer de faire une réponse très très complète. Se faire aider dans l'absolu, c'est génial. Il faut essayer, donc du coup, les gens qui aident gratuitement, très bien. À voir après, comme tous les bénévoles, parfois, bah, leur travail est un peu trop irrégulier. Mais donc, sous réserve de ça, c'est très bien les aides gratuites. Les aides payantes, spécifiquement payantes en plus, genre les agences de com, etc., bah, faut avoir un petit peu un comparatif rationnel entre combien je vais lever et combien je paye. Si vous faites une levée à 6 000 € et que vous payez 3 000 € une agence, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce qu'il vaut mieux pas faire une levée à 3 000 dans ces cas-là et puis ne pas payer l'agence? Sachant que l'agence, elle ne peut pas faire tout à votre place. Choisir le message, bah non, c'est un choix de l'entrepreneur. L'agence peut largement vous guider, mais c'est quand même à vous de prendre cette décision. Le candidat qui a sa tête sur la fiche, là, bah, c'est pas l'agence, c'est l'entrepreneur. La communauté dont on parlait, c'est pas la communauté de l'agence, c'est celle de l'entrepreneur. C'est l'entrepreneur qui sait qui doit contacter son premier cercle, c'est le sien. C'est sa mère, c'est son père, c'est son cousin, c'est son frère. C'est pas le frère de l'agence. Donc l'agence, elle peut aider sur le côté formel des supports, elle peut faire un peu gagner du temps, mais elle a vraiment de l'intérêt quand on a des très grandes ambitions. Donc à partir de, je sais pas, 50 000 €, ça peut commencer à s'envisager de prendre une agence. En dessous, pour moi, elles sont trop chères. Ouais, donc Euh, c'est plus donc pour ouais, c'est des trop gros projets, quoi. oui, pour des gros projets, des entreprises qui sont plutôt bien lancées, là, d'accord. Et sinon, les plateformes de crowdfunding elles-mêmes, elles accompagnent plus ou moins selon les plateformes. Alors, elles prétendent tous accompagner, hein. C'est comme les fonds d'investissement. Si vous allez sur leur site internet, ils prétendent tous avoir un énorme accompagnement, s'intéresser à l'entrepreneur, etc. Bon, quand on connaît un peu le domaine des fonds d'investissement, on s'aperçoit que ce n'est pas aussi systématique qu'on pense. C'est quand même surtout des financiers. Les plateformes de crowdfunding, elles accompagnent plus ou moins. Les plateformes de crowdlending, pas du tout. Les plateformes comme Ulule et KissKissBankBank, pardon s'ils m'écoutent, leur accompagnement, il est quand même assez réduit. Il suffit Mais simplement. disons, que moi je suis, il est automatisé, il y a des vidéos, et puis Exactement. ils envoient deux, trois mails, mais en fin de compte, il n'y a pas. Exactement. Il est très automatisé. Il faut simplement regarder le nombre d'employés chargés de l'accompagnement dans ces entreprises-là. Et ils ne sont pas très nombreux, hein, chez Ulule et KissKissBankBank, hein, on dit ça. Et le nombre de projets qui passent par chez eux. Vous apercevez, j'avais fait le calcul, c'était il y a 1 an et demi, je pense, la dernière fois que j'ai croisé un type d'Ulule, et on avait fait le calcul, il avait 200 projets par mois à gérer, le type. Ah oui. Évidemment, à 200 projets par mois, il ne peut pas faire du conseil très spécialisé, parce que très, très personnalisé. Est-ce que c'est pas par rapport au montant, si on demande un montant plus important, ils vont peut-être plutôt se poser sur le C'est projet ou possible. qu'il y a. Je pense qu'en fait, en réalité, c'est pas si on demande un montant plus important, c'est le jour où la collecte atteint un montant important. Mais on en revient toujours au problème, enfin aux limites du financement participatif qui paraissait être un truc de démocratisation du financement, etc. La limite, c'est qu'en fait, encore une fois, il y a des bons projets et des moins bons projets. Et les bons projets, c'est ceux qui sont bons en communication. Ceux qui sont bons en communication, il y aura plein de gens qui viendront les financer et encore d'autres qui arriveront. Les médias arriveront pour les aider, ils vont décupler le financement. Et les plateformes vont encore plus les aider parce que bon, c'est des beaux projets à mettre en avant et qui rapporteront plus d'argent, tout simplement, parce qu'elles sont payées à la commission en fonction de ce que vous levez. Elles prennent en général entre 3 et 8% selon le type de plateforme. Donc 8% de 200 000, c'est plus que 8% de 10 000, hein, c'est normal. Bah oui. Donc oui, elles aideront plus les projets qui n'ont pas besoin d'aide. Et est-ce que donc en même temps, en fin de compte, parce que là, tu m'as. Enfin, une question qui. Parce que on a bien compris en fin de compte qu'il faut être bon en communication et en marketing. Est-ce que donc tu conseillerais, donc, en même temps qu'on lance une campagne, même si en génération on lance et qu'on n'a pas beaucoup d'argent, enfin c'est qu'on a besoin d'argent, investir et faire une campagne de relations presse ou du marketing payant? Non. Non? Ou alors vraiment si on fait une très très grosse campagne. Ou une campagne en pré-vente et que c'est vraiment la campagne de communication et que du coup, c'est pas une campagne de financement. Mais sinon, non, faut pas faire de payant. Ça marche pas très bien. En crowdfunding, globalement, ça marche pas très bien. Ça coûte un peu d'argent alors qu'on vient lever des fonds. Donc, par exemple, quand je parlais des événements tout à l'heure, bon, dans une période un peu bizarre, mais quand le monde redeviendra un peu plus normal, peut-être pas pareil, mais plus normal, refaire des événements, bah, faire des événements, pour moi, c'était je vous invite dans tel bar, prenez pas forcément le PMU du coin, mais tel bar, et vous paierez vos consos, hein. Je vais pas financer 80% de mon financement des bières, parce que sinon c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Je reviens juste sur l'accompagnement 2 secondes. Donc les plateformes, il y en a quand même qui accompagnent davantage. Ulule et KissKissBankBank, comme elles font vraiment de la masse, elles accompagnent pas trop.
Je pense qu'il y a des plateformes qui sont plus petites. En général, les plus petites plateformes accompagnent davantage parce qu'elles ont moins de projets et qu'elles ont des projets qui sont plus importants pour elles. Elles ont intérêt à avoir un taux de réussite plus élevé. Là, tu Sur nous We Do conseilles Good, nous, donc on fait beaucoup d'accompagnement. On essaie d'avoir un taux de réussite plus élevé. On est autour de 85% en ce moment. On est un peu en baisse. Avant, on était à 90%. Donc, on a toujours été avec un taux de réussite très élevé. Notre but, c'est de garder ce taux de réussite très élevé. Donc, en fin de compte, tu nous conseilles plutôt donc de choisir les petites plateformes alors, pour être accompagné. Non, non, très sincèrement, ça dépend vraiment. Je sais, c'est une réponse un peu bateau. Ça dépend vraiment de notre besoin et de ce qu'on veut vraiment. Si on veut. Alors, pour se guider dans cette jungle vaste qui est le crowdfunding, le financement participatif, il y a deux grands sites qui permettent de se guider. Il y a un premier site qui s'appelle toutnosprojets.fr, qui est Toutnosprojets.fr. voilà, tout est aux US, nos projets, avec un S à la fin de projet.fr, qui est donc un site qui est édité par BPI France, donc Bouygues d'investissement, et qui est donc pour voir tous les projets en financement participatif. Et donc, on voit les projets qui ressemblent à notre projet, et donc on se dit, bon, bah, celui-là est sur telle plateforme. J'ai vu les 10 projets qui ressemblaient au mien, ils sont tous sur telle plateforme. Bon, c'est probablement la plateforme où il faut que j'aille. Donc ça, c'est une première chose pour se guider. Il y a un deuxième site qui s'appelle trouverlebonfinancement.fr aussi, et qui est pareil, un guide sur quelle plateforme de crowdfunding choisir. Je ne veux pas être malhonnête, ce site est édité par mon entreprise We Do Good. D'accord. Donc le but, c'est pas qu'à chaque fois, ils donnent la réponse, allez sur We Do Good, hein, au contraire, parce qu'on veut aussi que les gens qui n'ont pas vocation à aller chez nous n'aillent pas chez nous, aillent bien ailleurs. Mais donc, voilà, c'est un site qui est édité par une plateforme de crowdfunding et il essaye de guider parmi les plateformes de crowdfunding. Donc, si par hasard ça fait trop tomber sur nous, bon, bah, vous savez que c'est pas volontaire de notre part, mais on n'est pas complètement objectif peut-être. Ok, bon, moi tu l'as dit, c'est clair, c'est bien. Donc, bon, je pense qu'on a fait le tour sur le financement participatif côté entrepreneur. Là, avant que je te pose les 5 questions que je pose à tous mes entrepreneurs, même si tu les connais maintenant, Ouais. juste parlons du côté particulier. Donc, qu'est-ce que tu conseillerais donc, pour que les personnes qui veulent investir et être investisseurs, ou enfin, au lieu d'épargner, donc de prendre un peu de risque, comment tu les conseillerais, vers quel projet aller, que faire, Ouais. sur quelle plateforme? Bah alors, bon, un titre très personnel, moi je suis pas très pro immobilier, notamment vers le crowdfunding et la promotion. Euh, je trouve qu'en plus l'immobilier est un peu surcoté, donc mais ça c'est à part, c'est pas strictement dans le crowdfunding. Je dirais que la première question à se poser, c'est est-ce qu'on aime le risque ou pas? Parce que le risque va toujours avec le profit. Donc quand c'est bien rémunéré, c'est que c'est risqué. Et quand c'est risqué, ça doit être bien rémunéré. Si vous aimez le risque et que vous voulez voir des belles aventures entrepreneuriales, vous pouvez aller sur les sites d'investissement participatif, où il y a quand même des projets de start-up. We Do Good, notamment, on a beaucoup d'entrepreneurs qui cherchent des fonds, qui ont des beaux projets, et ça fait plaisir d'y participer. Vous pouvez faire des petits investissements comme ça, qui vous rapporteront ou pas, selon la réussite d'entrepreneur. Donc il y a ça aussi, quand on investit, on n'est pas là que pour l'argent. Euh, Vous avez d'autres sites, il y a WeSeed, Anaxago, SoWeFund, Lita. Voilà, je ne sais pas si j'en oublie certains sans doute. Il y en a Happy tellement Capital, il y en a beaucoup, hein. les plus connus. Et puis dans tous les cas, je pense que tu conseilles de diversifier, de ne pas mettre, Toujours si on a diversifier. 1000 euros, on va pas mettre 1000 euros sur un projet. Exactement. Donc l'autre volet, si vous êtes moins sur le risque, vous allez sur le crowdlending, vous aurez des choses un peu comme le livret A en termes de risque. Pas exactement au même niveau, mais un peu comme le livret A, mais beaucoup mieux rémunéré. Et de toute façon, le crowdfunding, l'intérêt, c'est de diversifier. Donc si vous prenez le crowdfunding pour mettre tout votre argent sur un seul projet, bah, vous faites, en tant que gestionnaire de votre portefeuille, vous faites la plus grosse bêtise possible. Donc, vous avez 1000 euros à investir, vous mettez 10 euros sur 100 projets. Et là, normalement, vous avez un meilleur rendement qu'à la banque pour un risque finalement pas si différent. Parce que les banques aussi, c'est risqué en réalité, hein. Donc, tu as 1000 euros et tu mets 10 euros sur donc 100 projets. Ouais, si les plateformes l'autorisent. We Do Good, on peut mettre à 10 euros. D'accord. Soit sur des startups. Nous, on a des startups, donc ça, c'est risqué, je le dis d'avance. On a aussi des investissements dans des actifs, donc des robots agricoles, des ruches, des reconditionnements de téléphones portables et des panneaux solaires. Donc ça, c'est beaucoup moins risqué. Les rendements sont aussi moins bons, d'ailleurs, c'est logique. Et là, on peut investir à partir de 10 euros. D'accord. Voilà. Et donc, il y a des plateformes, après, on peut investir à partir de 20 euros, d'autres 100 euros. Mais donc, mettez le plus petit montant possible et diversifiez.
Et L'avantage des plateformes où on met des petits montants, c'est qu'on peut beaucoup diversifier. est-ce que c'est un peu comme dans l'épargne, si on met 20 euros, on peut les remettre le mois d'après? C'est-à-dire qu'on les met une fois ou on peut en mettre plusieurs fois sur la même société? Non, on peut mettre qu'une fois. Qu'une fois, d'accord. Alors, enfin, sur les. Oui, en général, on peut mettre qu'une fois. Alors, sur WeDoGood, on a notre projet donc, qui s'appelle l'épargne positive, qui est donc les ruches, les panneaux solaires, etc. Et ça, on peut mettre tout le temps. D'accord, C'est ok. une levée de fonds en continu. C'était la question, ouais. Notre idée, c'est dès qu'on atteint un certain seuil, pour les ruches, c'est 5 000 euros. Dès qu'on arrive à 5 000 euros, on prend les 5 000 euros, on les met dans une ruche. Enfin, on les met dans 3 ruches, on les achète par 3 en réalité. On les met dans 3 ruches. Hop. Et donc, on recommence à zéro, et puis on atteint, dès qu'on fait 5 000, on en remet 3, et ainsi de suite. Et en termes de rentabilité? Alors, bah, ça dépend. Je ne les ai plus en tête parce que donc, c'est mon ancienne entreprise, hein, WeDoGood, donc c'est pour ça que je suis moins au fait de tout ce qu'ils font, mais je crois que les rendements sont entre 3 et 10%. Euh, D'accord. Ah, ce qui est pas mal. ouais, c'est pas mal. Mais donc, quand C'est c'est dix mieux, pour c'est cent, c'est mieux un peu c'est mieux plus que la risqué banque. aussi. Oui, mais Effectivement. ça tu l'as dit, puisqu'il est logique, hein. Je pense que si on se met à l'investissement, on a bien compris qu'il faut prendre des risques. Et si on prend des risques, on a peut-être un retour. Sinon, quel intérêt d'aller investir? On reste à la banque, ce sera plus simple. Exactement. Donc, ben merci, hein. Je pense qu'on a fait le tour. Donc, je vais te poser les 5 questions. T'inquiète pas, je m'en souviens Euh, plus. Donc, Ah, ouais, parfait, magnifique. je vais être spontané sans faire exprès. Bon, ben, quel est donc le business dont tu rêves à part celui que tu fais actuellement? Ah, si ça y est, je m'en souviens. Ok, oui, bah, je vais pas changer ma réponse. J'ai deux choses dont je rêve qui ont un point commun, c'est de faire des choses plus concrètes, des choses qu'on peut toucher, qu'on peut prendre dans sa main, quoi. Parce que là, moi, je suis dans la finance, dans le numérique. Bon, c'est très utile, j'en suis convaincu, mais c'est moins concret. On voit moins l'utilité directe de ce qu'on fait. Et j'aimerais bien donc soit construire un très beau bâtiment, parce que j'ai une vocation d'architecte un peu manquée, soit monter une usine ou un atelier. Typiquement, je suis très frustré en ce moment de voir tous ces gens qui se mettent à faire des ateliers de fabrication de masques ou des usines qui se transforment pour faire du gel hydroalcoolique, etc. Et je me dis, si j'avais une entreprise qui fabriquait des choses, j'aurais pu moi aussi la transformer pour faire des choses comme ça. Et ça m'enthousiasmerait pas mal de me sentir utile de cette manière-là. Donc, voilà, fabriquer des vraies choses. C'est D'accord. ce que j'aimerais faire. Quelle est ta meilleure expérience en tant qu'entrepreneur ou investisseur? Donc plutôt entrepreneur, moi, hein. Ma meilleure expérience, c'est la première fois qu'on m'a vraiment fait confiance, que j'ai un vrai entrepreneur donc qui s'appelle Eric, euh, Eric Muet, qui est le fondateur de Naoden, qui est une société qui fabrique des microcentrales et de production d'électricité et de chaleur à partir de déchets carbone, donc de copeaux de bois, des choses comme ça. Et donc un projet hyper sérieux avec des designers, des ingénieurs et tout ça. Le type, il avait déjà monté une autre boîte avant, il avait monté cette boîte-là une première fois, il avait viré toute son équipe, il avait recruté d'autres gars à sa place, et toute son première équipe, c'était ses amis en plus. Un vrai entrepreneur, enfin, un petit Elon Musk en quelque sorte, à la française, et pas si petit d'ailleurs. Et donc, le gars nous a fait confiance, quoi. On avait fait 3 levées de fonds, je crois même pas, à l'époque, c'était il y a quelques années, hein. Et il nous a fait confiance, il a dit, ouais, bah, votre système, il est vachement bien, les royalties, j'y crois, bah d'accord, on y va. Et on a levé 90 000 euros avec lui. Alors qu'on avait, je pense qu'on n'avait pas levé 10 000 euros avant de l'avoir, avant de le rencontrer ce gars-là. Donc, tout est parti de là, quoi. Donc ouais, c'est au-delà de la réussite, dont je suis très content. Je pense que la chose dont je suis le plus fier, c'est que un gars comme ça m'ait fait confiance. Ouais. Donc, ouais, ça motive pour la suite. Exactement. Quel est le livre que tu conseillerais à tout entrepreneur et pourquoi? Et je me rappelle un peu de mes réponses de la dernière fois, du coup. Je vais Mais pas les changer, mais. je l'ai écrite, donc sinon je pourrais la redire, hein. Ouais, non, mais je crois que j'avais dit La promesse de l'aube. C'est ça. Je ne pense pas que ce soit spécialement un livre d'entrepreneur, mais c'est un livre intéressant d'un type qui est un aventurier, qui a fait des tas de choses dans sa vie, qui était très créatif et qui a un peu le côté homme viril et sensible, qui est très intéressant parce que c'est quand même un sacré bonhomme. Romain Gary, il a été aviateur malgré ses blessures. S'est battu une bonne partie de sa vie pour devenir français alors qu'il était juif polonais. Euh, et il a fait plein de trucs et en même temps, il parle très, très touchant, il parle de sa relation avec sa mère. Et donc, je trouve que c'est très intéressant de voir quelqu'un comme ça qui a pas mal bourlingué.
Et tu m'as dit que c'est le seul qui a eu, je crois, deux prix Goncourt. C'est le seul mec qui a eu 2 fois le Goncourt, parce que c'est interdit d'avoir 2 fois le Goncourt. Le Goncourt n'est attribué qu'une seule fois à une personne. Et en fait, mais c'est très connu ça, hein. Il a écrit sous plusieurs pseudonymes, les deux principaux, donc c'est Romain Gary, qui n'est pas son vrai nom, hein. Son vrai nom c'est Roman Katzeu. Et Romain Gary, donc c'est son premier pseudonyme. Il a fait un autre pseudonyme qui était Émile Ajar. Il a envoyé un de ses neveux pour se faire passer pour Émile Ajar, qui n'existe pas du coup, Émile Ajar. Et il a eu le Goncourt avec ce livre-là, je ne me souviens plus lequel c'est. Voilà, et donc c'est quand même assez Une extraordinaire. histoire de dingue, quoi. Ouais, mais il a une vie extraordinaire. Je mettrai le lien pour ceux qui veulent le prendre sur Internet. Ouais, et j'ajoute une chose aussi, ce que je trouve très bien aussi sur Romain Gary, c'est qu'il a un vrai sens de l'humour, une vraie dérision vis-à-vis de lui et de ce qui l'entoure. Et c'est une vertu assez précieuse pour l'entrepreneur, parce qu'on s'en prend quand même pas mal dans la gueule. C'est vrai. Donc il faut rigoler un petit peu, Exactement, et de lâcher nous-mêmes, prise. et de nos problèmes. Mm. Donc, quel est pour toi le meilleur levier pour devenir entrepreneur? Être sans gêne. Ouais, je pense que j'avais fait la même réponse un peu. Enfin, Ouais. réclamer à tout le monde, tout le temps, partout, des tas de Ne, choses. ne pas avoir peur de demander, quoi. Ouais, ne pas avoir peur de demander. Enfin, faire l'inverse de ce que ma mère m'a toujours appris, hein, de ne pas réclamer. C'est très impoli de réclamer à Adrien. Bah si, il faut réclamer tout le temps. Tiens, tu me ferais pas mon logo gratos et puis le mec te fait le logo et puis tu leur dis, attends, tu peux me le refaire, là, il n'est pas bien fait. Enfin, tu traites comme un. J'exagère un peu, mais tu traites ton pote qui te fait ton logo gratuitement comme un esclave. Il ne le fait pas dans les délais, tu le rappelles. Enfin voilà, faut le faire gentiment, faut le faire avec tact, avec habileté, mais voilà, Oser. faut être un peu crevard, quoi. Mm. Dernière question. Quelle est la compétence que tu rêves d'avoir? Ça, je crois que c'est une des questions qui m'a posé le plus de problèmes la dernière fois. Non, pas tant que ça. Non, Ah, parce que tu as dit ce que beaucoup de gens disent et ce qui me paraît logique. ouais, en ce moment, je crois que c'était le dev que j'aurais Voilà. aimé avoir. Je sais pas si c'est vraiment dans l'absolu celle que j'aimerais avoir. Je sais qu'en ce moment, c'est celle qui me manque le plus là tout de suite et qui me rendrait très autonome. Surtout que c'est pas Euh, gratuit un développeur, je pense, c'est pour ça que tout le monde non, aimerait c'est avoir des. cher. Voilà. C'est difficile d'avoir un bon, d'avoir un qui répond au téléphone quand tu l'appelles, Ils qui sont fait les assez choses dans libres les et délais. tu te dis, ouais, dev, c'est vraiment la belle vie, quoi. Donc voilà, ça serait une ressource, un actif très utile et très stratégique de l'avoir et de le faire moi-même, quoi. Bon, alors, ceci dit, en ce moment, je fais un truc plus facile, j'essaie d'apprendre à devenir graphiste. Ah oui. Ce qui est au moins, non mais j'en suis très loin, hein. Mais je me suis abonné comment ça s'appelle, à Illustrator, mais j'en suis très très loin. J'arrive à faire un rond. Ça va, actuellement, on a un peu de temps. Donc, même s'il faut continuer à gérer ces boîtes, mais bon, on a un peu de temps. Exactement. Adrien, un grand merci. Mais merci à toi, Thierry. À bientôt. Salut. Merci à Adrien pour toutes ces bonnes informations. Donc, j'espère que tu es motivé. Donc, si tu avais un projet donc, pour te faire financer et que tu peux passer par les banques, même si, comme il te l'a dit, des fois, il vaut mieux passer par les banques. Donc, ça dépend des projets. Donc, il faut bien étudier. Donc, voilà, tu as le choix entre donc, les différents types de financement participatif, quelle que soit ta structure et ton projet. Si tu as des questions, n'hésite pas donc à m'envoyer des mails, donc un mail ou des questions, donc soit directement donc, dans les épisodes pour qu'on puisse partager sur l'épisode, ou sinon donc sur contact@thierry-du6henry.fr, contact@thierry-du6henry.fr. Sinon donc n'hésite pas à commenter, partager sur iTunes, Spotify et toutes les autres plateformes comme SoundCloud. J'aimerais donc juste revenir aussi, parce que donc j'ai pas eu le temps de l'indiquer, mais bon, je pense que vous l'avez compris, hein, que le séminaire du 27 mai est annulé et reporté logiquement au 4 ou 6 décembre 2020. On n'a pas tout validé, mais logiquement donc on sera toujours au Grand Rex, à moins qu'on change d'endroit, pour le 5 ou 6 décembre. Voilà, on a dû donc annuler la semaine dernière, j'ai pas pu l'annoncer. On a patienté, mais bon là, voilà, on a bien vu que c'est un peu compliqué. Je sais même pas si fin d'année on pourra le faire, mais bon, on va quand même le fixer et le tester. Donc voilà. Donc s'il y a des questions, comme je dis, donc n'hésite pas à m'envoyer des questions et que moi je te dis donc au prochain épisode. Ciao, ciao, ciao.